Bonjour à tous. Pour commencer, avant de poser des questions sur l'ouvrage, on va présenter en quelques lignes qui est Vincent Launay pour ceux qui ne le connaîtraient pas. Vincent Launay, vous êtes professeur d'histoire-géographie en collège et vous êtes chargé d'enseignement en histoire médiévale à l'Université Bretagne Sud, ainsi que docteur en histoire médiévale. Aujourd'hui, nous allons présenter votre livre, Le roi en son duché, l'aristocratie de Bretagne, et la construction de l'État royal, avec des bandes chronologiques allant de 1270 à 1328. Celui-ci a été publié en mars 2023 aux presses universitaires de Rennes, et cet ouvrage est issu de votre thèse soutenue en 2017 à l'université Rennes 2. Pour présenter le thème du livre en quelques mots, cet ouvrage traite des liens entre aristocrates au cœur du duché de Bretagne, mais aussi en lien avec le pouvoir royal. Il les étudie à travers différents aspects et acteurs. Du coup, pour introduire un petit peu le sujet, pourquoi est-ce que vous avez choisi de travailler sur la Bretagne à cette époque précise? Alors, si j'ai choisi de travailler sur la Bretagne, en fait, c'est le fruit de mon passé d'étudiant. C'est-à-dire que quand j'étais étudiant dans ces locaux à l'Université de Bretagne Sud, à la fin des années 90, début des années 2000, donc j'ai travaillé en maîtrise. C'est l'équivalent de votre M1, donc sous la direction de Joël Cashburg, que vous avez eu comme enseignante il y a quelques années, sur Dol de Bretagne. Et dans la foulée, j'ai passé mon concours d'enseignant dans le secondaire et j'ai voulu malgré tout poursuivre la recherche. Et donc j'ai travaillé ensuite à l'université Paris 4, la Sorbonne, sur une abbaye, l'abbaye Saint-Sulpice-la-Forêt. Donc en fait, c'est vrai que j'ai toujours eu une appétence en fait pour l'histoire médiévale, finalement. Et donc une dizaine d'années après, j'ai travaillé dans le secondaire, fondé une famille, et donc j'avais malgré tout envie de reprendre la recherche, j'avais vraiment besoin. Et voilà, je me suis tourné vers Florian Bazel, à Rennes 2, à l'université Rennes 2, et je suis arrivé avec un sujet en tête qui traitait de Pierre de Dreux, qui a été duc de Bretagne entre 1213 et 1237. Et en discutant avec lui, en fait, on a élargi le sujet, à la fois sur le plan chronologique, puisque la thèse, elle portait sur la période 1199-1328. Le livre, en fait, c'est la deuxième partie de la thèse. Et surtout, inscrire le sujet dans une problématique ou dans des enjeux qui dépassent la seule Bretagne. C'était un peu le risque de traiter uniquement Pierre de Dreux, duc de Bretagne, et de l'inscrire dans des problématiques qui s'intéressent, qui s'inscrivent plutôt à la fois dans le champ de la recherche en France, donc sur la question de la construction de l'État, et au-delà même, en inscrivant cette recherche dans les relations entre la Bretagne avec... alors c'était un enjeu secondaire, mais avec l'Angleterre et la papauté. Donc voilà quelles étaient mes principales motivations. Et justement, votre ouvrage, du coup, issu de votre thèse, dans quelle historiographie est-ce que vous vous inscrivez dedans et quels sont les auteurs qui ont pu vous guider, en fait, dans votre recherche? Alors, donc c'est un ouvrage d'histoire, mais qui s'inscrit dans des champs historiographiques issus principalement de l'histoire du droit, même si je ne suis pas un juriste, l'histoire institutionnelle. Donc les auteurs, finalement, la questionnement autour de la construction de l'État, la construction de l'État royal, il y a plusieurs champs, plusieurs aspects. Il y a la question de la fiscalité, notamment avec donc la question de la fiscalité, c'est ce qu'on appelle la construction de l'État moderne, avec donc le précurseur de cette recherche, c'était Jean-Philippe Genet, à la fin des années 1980. L'autre enjeu, c'est la construction de l'État de droit, avec cette fois-ci qui s'inscrit plutôt dans la recherche en histoire du droit, avec un monsieur qui s'appelle Jean Hilaire,
Il y a une autre historienne qui est maître de conférence à Paris 1, Marie de Joux, qui a travaillé sur les enquêtes du roi Saint-Louis. Donc c'est dans cette problématique autour de l'histoire du droit, donc l'histoire judiciaire et juridictionnelle. Et troisième champ, c'est l'histoire militaire. Et donc là, ces historiens parlent plutôt de construction de l'État capétien, et c'est notamment les travaux de Xavier Larry, qui est désormais professeur à l'université Paris 4. Voilà, pour les principaux champs disciplinaires de cette histoire institutionnelle. Donc on a parlé du fait que vous avez choisi ou peut-être fait le choix de prendre les presses universitaires de Rennes comme éditeur. Pourquoi est-ce que vous avez choisi le Pion ? Alors, bon, ce choix, il s'est fait assez naturellement. Mon directeur de thèse, donc Florian Mazel, était lui-même directeur de la collection de sources médiévales de l'histoire de la Bretagne. J'étais étudiant à l'université Rennes 2. J'ai été à terre au moment de la soutenance de la thèse. J'étais à terre ici à l'université Bretagne Sud. Donc la question ne s'est même pas posée en fait. Alors c'est vrai qu'au moment de la soutenance, les membres du jury se félicitent que la thèse soit quasiment prête à la publication. Alors il y a un long chemin de la soutenance de thèse jusqu'au moment où tient le livre dans ses mains, mais voilà, la question ne s'est même pas posée de le proposer à un autre éditeur. Justement, par rapport à ce processus de publication, celui donc de la transformation de votre thèse en livre, comment avez-vous choisi les éléments à garder de votre thèse du coup, c'est la deuxième partie de votre thèse, mais comment avoir choisi cette partie-là de votre thèse pour la publication ? Et pourquoi, du coup, cette bande chronologique Voilà. Alors, ça a été un choix difficile, un choix douloureux. Les éditeurs édictent des normes qu'il faut respecter, et notamment un certain nombre de caractères. Donc ma thèse, qui donc pour la partie écrite faisait plus de 800 pages, et au total, avec les annexes, avec des cartes, etc., des éditions d'actes, on est à 1165 pages. Et donc tout cela, alors les 800 pages de texte et bibliographie montaient à 1 300 000 signes. Donc les presses universitaires de Rennes demandent ce que l'on respecte la limite de 800 000 signes. 850 000 signes à la rigueur, mais voilà. Donc il a fallu faire un choix. Et donc après la soutenance, j'ai retrouvé Florian Mazel dans son bureau. On a retravaillé un petit peu le plan, puisque certains membres du jury ont suggéré de remodeler un peu le plan. Et également, il était question comment faire pour réduire ce texte. Donc j'avais finalement deux options. Soit je conservais la totalité de la thèse, mais en enlevant de ci, de là divers morceaux. Soit je ne publiais qu'une seule partie. Donc soit la première partie qui démarrait en 1199 jusqu'en 1270, soit la deuxième partie, 1270-1328. Et donc ça a été un lent processus. J'ai d'abord essayé d'enlever de ci, de là divers morceaux, et ça ne me satisfaisait pas, tout me paraissait important. Et donc, à un moment, il a fallu, mais quand je dis un moment, c'est-à-dire plus d'un an après la soutenance, j'ai décidé de trancher dans le vif, en quelque sorte, en ne conservant que la deuxième partie. Pourquoi la deuxième partie ? Parce que c'est celle qui utilisait d'abord le plus de sources inédites, publiées en annexe, édité en annexe plutôt, et puis qui s'inscrivait le plus dans l'historiographie que nous évoquions tout à l'heure. Les recherches, l'histoire de la justice, l'histoire de la fiscalité, l'histoire militaire, c'est davantage au cours des règnes de Philippe III jusqu'au règne de Charles IV. Okay. Et donc, qu'est-ce que le fait d'avoir fait cette thèse et d'avoir publié cet ouvrage a pu vous apporter en tant qu'enseignant-chercheur ? Alors,
Alors la publication est encore assez récente, donc pour l'instant, je n'ai pas eu encore beaucoup de retours. On a, après ce type d'ouvrages, sont publiés dans des revues, ce qu'on appelle des recensions, c'est-à-dire sont d'autres chercheurs qui lisent l'ouvrage et eh bien, qui vont dire ce qu'ils ont aimé et parfois ce qu'ils n'ont pas aimé. On verra. Si, pour l'instant, il n'y a pas eu de recension. Donc, on verra. Après, sur la publication, donc c'est vrai, de toute façon, ça, effectivement, ça donne une certaine visibilité et ça vient non pas mettre un point final, mais ça permet, c'est un aboutissement quand même de cette recherche doctorale. On va dire ça. Même si dans cette thèse, voilà, je réponds à des questions, mais j'en ouvre d'autres. Après, donc, la thèse en elle-même, puisque finalement elle a été soutenue bientôt 6 ans, ça passe vite, donc ça permet effectivement de participer, enfin j'ai déjà participé avant des colloques, mais ça permet effectivement d'être en lien avec des chercheurs, notamment des membres du jury, parce que une soutenance de thèse, c'est souvent dit aux doctorants, en fait, on a devant soi 5 ou 6 personnes qui sont des spécialistes de toute la question ou d'une partie de la question, qui sont là uniquement pour vous, qui vous ont lu, normalement pas en diagonale, qui vous ont bien lu, et qui, pendant chacune des personnes présentes, pendant 20 minutes, va parler de votre thèse, va donner son avis, et puis ensuite engager une discussion. Et c'est vraiment un moment stressant, mais ça dure 4 heures environ, mais privilégié, d'échange avec des spécialistes de la question. Et donc c'est vrai que à partir de ces échanges, ça permet de maintenir des liens aussi avec certains chercheurs, et donc on peut être sollicité ensuite, si vous voulez, pour participer à des colloques, rédiger des articles. Parfois, récemment, j'ai reçu un mail d'un chercheur autrichien qui cherchait un acte précis où il était fait mention du duc Arthur de Bretagne en 199. Bon, voilà, on a des petits points de détail, mais ça montre aussi la confiance qui peut exister entre chercheurs. Très bien. Du coup, par rapport à ces actes dont vous venez de parler, je rebondis sur la question d'après. En tant qu'historien et historienne, pour la plupart des personnes actuellement dans la salle, on peut se demander quel type de sources vous avez utilisé pour votre sujet, et donc est-ce que vous avez eu des difficultés à y accéder notamment? Alors, les principales sources utilisées, alors, si vous voulez, l'angle d'attaque, c'était de se positionner du point de vue du roi de France. Des travaux sur le XIIIe siècle, en Bretagne, il en existe. Mais généralement, la focale, c'était finalement le duché de Bretagne. Et on étudiait les relations avec le roi de France. Bon, c'était annexe ou avec la papauté. Voilà. Donc là, c'est vraiment de se placer, quel est le point de vue du roi de France, de ses agents, du pouvoir finalement royal, sur une principauté. C'était en quelque sorte une étude de cas, donc sur une principauté, le duché de Bretagne. Donc pour cela, on a différentes sources. Les premières que j'ai utilisées, ce sont celles qu'on appelle les olim. Ce sont les olim, ce sont les OLIM, hein, ce sont les actes du Parlement de Paris, qui est la cour d'appel, l'ultime juridiction, hein, la cour d'appel du royaume, dans lequel donc on a des procès, des procédures, on a des mandements, des enquêtes royales. Donc les olim, elles, débutent à partir de 1254, et on voit, au cours de la période étudiée, il y a une centaine de cas bretons qui sont évoqués dans les olim. Alors, ces olim ont été en partie publiés, et étaient au XIXe siècle, et ce qui est bien avec les actes, les publications du XIXe siècle, souvent on les trouve sur Internet. Donc j'étais chez moi, et je pouvais regarder cela, travailler. Ça, souvent de bonne heure le matin, avant d'aller au collège. Le deuxième type de source,
il y a eu les comtes royaux. Les comtes, en fait, on est vraiment dans une monarchie qui devient administrative. Donc, il y avait des comtes, et donc là encore, il y avait des ouvrages qu'on retrouvait en ligne, et puis qu'on retrouve assez facilement dans les bibliothèques universitaires. Et quand on est à Lorient, s'il n'y a pas les ouvrages voulus, on utilise le prêt entre bibliothèques, ça fonctionne très bien. Autre source d'information, c'était les actes du trésor des chartes du duc de Bretagne. Alors, j'y suis allé dans un premier temps. Donc, ce trésor est conservé aux archives départementales de Loire-Atlantique, à Nantes. Mais par bonheur, j'ai débuté ma thèse au moment où ces actes ont été mis en ligne. C'est-à-dire que tout cela a été un formidable travail de numérisation de ces actes. Et donc finalement, je n'ai pas eu besoin de me déplacer à nouveau. Donc c'est un réel confort. Je ne vous cache pas que ça aurait été très compliqué de faire cette thèse si toutes ces sources n'avaient pas été en ligne. Malgré tout, il a fallu se rendre, et heureusement d'ailleurs, dans les archives, sinon ce serait même pas... Hein. Donc, je passais quand même beaucoup de temps dans les fonds parisiens, au 40, donc aux archives nationales. D'abord sur des microfilms un peu fatigués, et ensuite vraiment devant les registres. Hein, et puis également à la Bibliothèque nationale de France, sur le site de la bibliothèque Richelieu. Mais généralement, ces déplacements, je travaillais, alors c'était sur les périodes de vacances scolaires, sur des périodes de 3 jours, et en fait, c'était 3 jours à prendre des photos que j'analysais ensuite chez moi. Donc c'était, voilà, matériellement, c'était compliqué pour moi de rester beaucoup plus longtemps dans les fonds parisiens. Et puis il y a les archives bretonnes. Saint-Brieuc principalement, Quimper, Vannes, les fonds médiévaux, enfin pour cette période-là, il n'y a pas grand-chose, et puis beaucoup de temps passé à Rennes également. Et puis pour toutes les archives anglaises et pontificales, là encore, il y a énormément de sources en ligne. Donc voilà, c'est finalement, l'accès est assez aisé maintenant. On peut travailler sur des dossiers à partir de sources qui sont en ligne. Après, ce qui n'enlève rien au fait qu'il faut malgré tout aller dans les archives. Vous avez évoqué justement tout à l'heure le fait que vous parlez de l'histoire de la Bretagne à travers plusieurs prismes, comme la fiscalité, les institutions religieuses ou juridiques, et différents acteurs aussi. Justement, qui sont ces acteurs ? Alors, dans le deuxième chapitre, j'ai notamment mis alors, bon, les acteurs. Le premier acteur, c'est le roi. Les rois de France. De Philippe III, Philippe IV le Bel et puis ses fils, et donc les liens qu'il entretient avec le duc de Bretagne. Mais il existe une multitude d'autres acteurs, notamment donc la noblesse bretonne, mais la noblesse également de Bretagne, c'est-à-dire qu'il y a des nobles d'autres régions qui sont possessionnées en Bretagne, notamment par le fait des alliances matrimoniales ou des mariages, tout simplement. D'autres acteurs qu'on ne peut pas éluder, ce sont les évêques bretons, dont certains sont au service du roi de France, et également les abbayes. Les abbayes et les prieurés, notamment les prieurés qui dépendent d'abbayes de l'ouest de la France, et en particulier Marmoutier. Donc ça, ce sont davantage des acteurs bretons. Et d'autres acteurs sont très très importants, ce sont les agents royaux. Les agents royaux qui vont des baillis, hein, ce sont les représentants du roi dans certaines circonscriptions. Alors on parle de baillis dans le nord du royaume, de sénéchaux dans le sud, hein, on parle de sénéchal de Poitou, et puis plus on descend, il ne s'agit que de sénéchaux. Et ça va jusqu'au... et c'est ça que les olymes ou les divers actes qui sont conservés, que ce soit à Nantes ou à Paris, on arrive à faire la connaissance de ces agents royaux comme des sergents, en fait, des sergents royaux
on a leur nom, on connaît leur parcours, on a des bribes de leur vie, alors que ce sont effectivement on va dire des petits fonctionnaires hein, au service du roi. Donc, dans votre ouvrage, vous parlez beaucoup de l'affirmation ou la réaffirmation de l'autorité royale et ducale. Pourquoi est-ce qu'à cette époque, il y a autant besoin d'affirmer cette autorité? Bon, alors, en fait, au-delà de l'autorité, il est même question de la souveraineté. Hein. Donc, on est dans un conflit où, alors ça commence pour le royaume de France, notamment à partir de Philippe Auguste, donc, qui est roi entre 1180 et 1221, où le roi cherche à s'imposer à ses féodaux, donc c'est-à-dire aux princes féodaux, qui sont les ducs, les comtes. Donc ça passe par, notamment sous Philippe Auguste, par une très large augmentation du domaine royal, c'est-à-dire les terres qui appartiennent en propre au roi, et donc, parfois par des mariages, mais également par la guerre. Et donc ses successeurs vont continuer cette entreprise, et dans le même temps, les ducs de Bretagne eux-mêmes vont chercher à imposer leur autorité, à étendre leur autorité, à la fois sur les nobles et sur les ecclésiastiques, donc les évêques et les abbayes. Et notamment Pierre de Dreux, quand il devient duc de Bretagne en 1213, l'une des premières choses qu'il fait, c'est qu'il lance son armée sur le nord de la Bretagne, qui traditionnellement était assez rétif à l'autorité des ducs. Donc, et ça va, en fait, dans ce processus de renforcement de l'autorité ou de la souveraineté, eh bien, ça s'accompagne de la construction d'instruments de pouvoir, tels que, alors, par exemple, sous Philippe Auguste, c'est là que vont être créées les archives royales. Puis ensuite, donc, vont être créées diverses institutions. J'évoquais le Parlement de Paris tout à l'heure, en 1254, une chambre des comptes, un conseil du roi, et dans le même temps, le duc de Bretagne va s'inspirer des pratiques royales, puisque dans les années 1270, il est mention également d'un parlement de Bretagne. Mais on en arrive effectivement à des situations de... ils ont des relations très étroites, parfois tendues, parfois ils ont les mêmes intérêts, et dans ces cas-là, il y a un concept qui a été forgé par des historiennes du haut Moyen-Âge, Geneviève Buard-Thierry et Régine Lejean. C'est un mot valise hein, qui est de coopétition. Hein, c'est-à-dire, vous avez le mot coopération et compétition. C'est-à-dire que chacun fait valoir ses intérêts. Parfois, ce sont les mêmes. Parfois, il y a des tensions. Mais on accepte finalement cette relation. C'est une relation acceptée entre les deux parties. Du coup, pourquoi l'affirmation de ces autorités donc, royales et ducales est-elle donc parfois si difficile à mettre en place en Bretagne, justement? Bien parce que il y a des ducs de Bretagne qui sont au XIIIe siècle très puissants, qui vont véritablement s'imposer à leur aristocratie. Donc je pense à Pierre de Dreux et surtout son fils Jean Ier, qui meurt en 1286 et qui véritablement va mettre au pas sa noblesse notamment. Mais cette noblesse, elle va élaborer des stratégies. Alors, je parle de la haute noblesse. Elle va élaborer des stratégies pour finalement limiter l'influence ou la mainmise ducale sur leurs terres, sur leurs droits, sur leurs prérogatives et privilèges. Et notamment, ça passe par des alliances matrimoniales avec des familles qui sont extérieures à la Bretagne. Et donc, elles vont s'implanter. Si on parle des Avaugours, c'est une grande famille de la région de Saint-Brieuc, Guingamp, Lamballe. Donc c'est cette grande famille qui véritablement va être attaquée par le pouvoir ducal. Eh bien, ils vont chercher à s'implanter du côté de familles dans le Maine, hein, avec les seigneurs de Mayenne, et en Normandie. Les Hervé de Léon
qui est une branche cadette en fait des vicomtes de Léon. Alors les vicomtes de Léon vont être ruinés eux, par le duc. Donc la branche cadette, les cousins, voient bien ce qu'il se passe, et donc eux, ils vont chercher à s'implanter dans le nord de la Normandie, notamment du côté de Noyon, de Châteauneuf, au-dessus de Chartres. Et de ce fait, en fait, désormais, ils n'ont pas un seul maître qui serait, ou un seul suzerain, si vous voulez, qui serait le duc de Bretagne, ils en ont désormais deux. Hein, ils ont également le roi de France. Et donc, ils vont pouvoir élaborer des stratégies où, en fonction de leurs intérêts du moment, ils vont plutôt se rapprocher du duc ou plutôt du roi de France. Mais on a véritablement, pour les Hervé de Léon, on a des seigneuries bicéphales, d'ailleurs, à tel point que les seigneurs de Léon se font enterrer sur leurs terres normandes. Du coup, de nos jours, vous avez beaucoup parlé de la fiscalité, et de nos jours, la fiscalité est perçue un peu comme une contrainte et comme un élément d'économie qui n'est pas forcément très intéressant. Pourquoi est-ce que vous lui accordez une place aussi importante dans votre travail ? Alors, en fait, la fiscalité, donc pour reprendre les travaux de Jean-Philippe Genet, hein, cette genèse de l'État moderne, ça c'est le concept des fiscalistes, on va dire, donc repose sur un impôt qui se développe, mais qui est fondé sur l'acceptation, en fait, de cet impôt. Et en Bretagne, et ça c'est une des particularités du duché, c'est que certes les impôts royaux apparaissent, donc c'est notamment ce qu'on appelle le centième, le cinquantième, sont des impôts donc, qui sont imposés par le roi de France à la fin des années 1290 parce qu'il y a la guerre et il a besoin énormément d'argent. Mais en Bretagne, les nobles vont tenter avec réussite au début de limiter l'impact de cet impôt. Il y a un autre impôt, ce sont les décimes, qui sont à l'origine, donc c'est des impôts qui reposent sur les ecclésiastiques, et chaque année ils doivent verser normalement 10% de leurs revenus déduits des charges. Et toujours à la fin des années 1290, le roi Philippe le Bel a besoin d'argent et donc va imposer de plus en plus les ecclésiastiques, d'ailleurs en se passant bientôt de l'autorisation du pape. Puisque normalement c'était le pape qui autorisait le roi à prélever cet impôt, qui devait financer à l'origine la croisade. Et donc les prélats bretons, les évêques bretons vont arguer de privilèges anciens qui leur permettent de limiter l'impact de cette fiscalité. Et donc on voit bien dans les comptes, hein, dans les comptes royaux, que les diocèses ou les évêques bretons contribuent de façon très marginale au produit de cette décime. C'est vraiment... alors, peut-être parce que certains diocèses ne sont pas très riches, mais le diocèse de Rennes était globalement assez riche. Donc voilà, ils arrivent à mettre en avant des droits anciens. Donc cette acceptation d'un impôt royal, effectivement, c'est une des limites finalement, vous voyez, à l'accroissement de l'autorité royale en Bretagne. C'est cette résistance à l'impôt qui existe malgré tout. Après, on va parler du coup de tout ce qui est juridictionnel. L'une des questions qu'on se pose, c'est comment se fait l'intégration de l'aristocratie dans le duché et dans le royaume, et pourquoi voit-on des tensions qui vont jusqu'à des procès et des conflits armés notamment. Alors, sur l'intégration juridictionnelle, donc ça se fait notamment à partir donc, de la création du Parlement de Paris en 1254. Et on va voir une augmentation enfin, du nombre de procès, de causes portés devant le Parlement de Paris par des Bretons. Et si au début c'est plutôt des évêques contre le duc de Bretagne, on voit qu'assez rapidement on a des personnes issues de strates inférieures, des petits nobles, voire même parfois des bourgeois, on a un bourgeois de Quimper, qui vont porter des affaires devant le Parlement de Paris. Ça veut dire qu'ils vont dépasser la cour du duc. Bon. Et là encore, en fait, c'est que on a un pouvoir ducal qui cherche à s'imposer
à tout le monde en Bretagne, et donc finalement, que ce soit les nobles, les abbayes, les évêques, et donc même certaines personnes non nobles, vont voir en la justice royale un moyen de servir leurs intérêts propres, et donc de dépasser cette autorité grandissante du duc. Et donc, dans un mouvement de balancier, ça permet effectivement aussi au droit du royaume d'arriver en Bretagne. Même si alors je ne vais pas rentrer dans les détails, mais même si les coutumes de Bretagne sont respectées par les juristes. C'est-à-dire que pour les juristes, c'est Jean Hilaire qui le dit très bien, ils servent à la fois le roi, mais ils servent également le droit. Il est bien question d'établir un état de droit, et pas uniquement un état au service, un état arbitraire au service du roi. C'est pas leur projet. Du coup, on peut se demander aussi, est-ce qu'on a une aristocratie de Bretagne centrée sur le duché, ou est-ce qu'elle tisse des relations en dehors du duché, et pourquoi ? Ouais. C'est un petit peu ce que j'évoquais tout à l'heure. On a une aristocratie, on va dire, intermédiaire, qui, elle, va plutôt rester en Bretagne, et qui va d'ailleurs trouver dans le service du duc un moyen de s'élever, et d'affermir ses possessions. Mais c'est vrai que pour on va dire la haute noblesse bretonne, il y a des familles comme celle des Rohan, par exemple, qui va rester fidèle au duc, mais c'est pas propre à la période. C'est déjà le cas bien avant, au XIIIe siècle. Et puis, notamment les familles du nord de la Bretagne, dans les Léons, les Avaugour, elles vont chercher justement, parce que, c'est-à-dire, elles ont subi les expéditions militaires du duc. Et donc, elles vont chercher à s'implanter ailleurs. Et puis, on a d'autres familles qui arrivent, par exemple, les Sires de Rais, avec les Girard Chabot, qui arrivent par le truchement en fait, d'alliances matrimoniales, qui, elles, en fait, pour qui les seigneuries bretonnes sont une partie de leur domaine, et parfois une petite partie. Donc, mais en même temps, ça permet d'intégrer ces seigneuries dans des réseaux, des relations tissées avec le Grand Ouest du Royaume de France. Aujourd'hui, on sait que les frontières de la Bretagne sont très discutées, et on a toujours pensé que la Bretagne était une région périphérique, un peu avec une histoire en marge du royaume. Est-ce que justement votre livre confirme l'idée que la Bretagne médiévale est vraiment à part ? En fait, c'est plutôt qu'elle est, plus ça va, plus elle est très insérée en fait. Avec déjà, il y a plusieurs cercles, mais finalement avec les régions limitrophes, la Normandie, le Poitou, l'Anjou, le Maine. Et c'est pas nouveau, c'était déjà le cas. Il y avait déjà des alliances matrimoniales au XIIe siècle, avec entre les Vitrés par exemple en Normandie. Donc c'est pas nouveau. Les liens avec le pouvoir capétien à Paris, là par contre véritablement vont être de plus en plus forts à partir du XIIIe siècle. Et puis les liens avec l'Angleterre, mais ils existent depuis très longtemps. Même avant Guillaume le Conquérant, finalement. Guillaume le Conquérant, il y avait de nombreux Bretons à participer à la conquête de l'Angleterre à ses côtés. Ils ont bénéficié de terres en Angleterre. Alors parfois, au début du XIIIe siècle, avec la conquête de la Normandie par Philippe Auguste en 1204, donc certains Bretons ont dû faire le choix entre leur possession continentale et leur possession outre-Manche. Mais les relations restent fortes malgré tout. Donc en fait, on a plutôt quand même l'image d'une Bretagne très insérée, moi je trouve, dans les réseaux, avec ses divers cercles, mais qui est insérée, qui n'est pas à part. Merci beaucoup. Merci d'être. Merci à vous.